Ça y est, nous sommes en Corse pour ce road trip 2022 de 12 jours. Comme tous les ans depuis plus de 25 ans, nous nous retrouvons le week-end de l'Ascension pour rouler ensemble. Et l'idée de cette destination a germé progressivement dans ma tête. Après en avoir parlé à mon frangin Christophe, on a exposé ce projet au groupe lors de la sortie 2021 dans le Morvan. L'idée était de partir le jeudi de l'Ascension et revenir le lundi de Pentecôte. Et oui, en 2022, ces 2 week-ends à rallonge se faisaient suite et permettaient de limiter le nombre de congés à prendre pour ceux qui étaient encore en activité. Cette contrainte de disponibilité ainsi que le budget bien plus important que d'habitude n'ont pas limité l'engouement immédiat du groupe pour ce projet. Certainement aidé aussi par la météo catastrophique de notre sortie dans le Morvan. Mais n'anticipons pas et revenons au point de départ de ce road trip. Pile poil dans le timing au rendez-vous de Bergerac, nous avons pu rejoindre avec une petite fraîcheur humide Cahors juste à l'heure du déjeuner. Nous avons rendez-vous avec le reste du groupe à Véro, dans l'Aveyron, à l'auberge de Cadenas. À l'origine, nous devions nous retrouver au village de Méruès, mais suite à une incompréhension avec l'hôtelier où j'avais réservé les chambres, j'ai été obligé, peu de temps avant le départ, de trouver un autre hébergement. L'offre d'hôtellerie dans le coin s'étant considérablement restreinte, j'ai trouvé cette auberge, un peu perdue au nord du Causse Noir, en face du Causse Méjean, et située à 900 mètres d'altitude. Avec ses 3 habitants au kilomètre carré, il ne va pas y avoir beaucoup d'ambiance, mais nous allons avoir une bonne surprise. On roule à un bon rythme, les kilomètres défilent, la météo avec ses températures un peu fraîches pour l'instant est en train de s'améliorer et on devrait même avoir du plein soleil en arrivant dans les Cévennes. On a eu des nouvelles du reste du groupe parti de Limoges. Ils sont presque dans le timing, juste un petit retard prévisible sur l'horaire d'arrivée fixé aux alentours de 18h. Comme prévu, les Cévennes nous accueillent avec un grand soleil et les températures font un bond vers le haut. Nous passerons à l'est de Millau et traverserons Aguessac. Il ne reste plus qu'une 50aine de kilomètres jusqu'à l'auberge de Cadenas, ce qui conclura cette première étape de 540 km pour nous les Rochelais. L'auberge possède 6 chambres et nous l'avons presque privatisée puisque j'y ai réservé 5 chambres. Le patron m'a proposé un forfait repas du soir plus petit-déj, que je me suis empressé d'accepter. Pas envie de reprendre la moto une fois arrivé. Nous arrivons à l'auberge et s'il y a des motos dans le parking, ce ne sont pas celles de notre groupe. En fait, c'est la dernière chambre qui a été réservée par des motards aussi. On s'installe dans ce cadre magnifique et dans nos chambres rustiques mais confortables. Les copains arrivent peu de temps après. Avec certains, ça fait 1 an que nous nous sommes vus. Inutile de te dire qu'on a plein de choses à se raconter et l'ambiance est à la fête.
quitte l'auberge de Cadenas avec un grand soleil, mais un petit 12 degrés. C'était vraiment une première étape sympa. En plus, hier soir, entre la terrine de chasseur, le civet de cerf et les légumes du jardin, on s'est régalé. Le groupe est quasiment complet. Manque juste Franck, notre nordiste. Si tu suis la chaîne, tu vas te souvenir. C'est lui dont l'embrayage de sa KTM a gâché l'année dernière les seuls moments ensoleillés de notre week-end dans le Morvan. C'est le comique de la bande, toujours à nous faire rigoler avec ses blagues et ses pitreries. Il nous retrouvera à Bastia, qu'il rejoindra en avion, où il a loué une Africa Twin, plus simple depuis Lille, laissant ainsi sa nouvelle Multistrada V4 dans son garage. Espérons que celle-ci ne sera pas trop rancunière. On va bientôt rejoindre Mereuès, ce charmant petit bourg où nous avons souvent fait étape avec Evelyne. Et on n'est pas les seuls motards à l'apprécier, en témoigne la fréquentation ce matin. Nous partons rejoindre Saint-Jean-du-Gard, où Christophe et Florence passent leurs vacances depuis quelques années. Et nous sommes attendus par les patrons du camp de camping pour y prendre un café. La route est belle, les paysages somptueux, il fait beau, on roule tranquille et les virages s'enchaînent les uns derrière les autres. This can only mean one thing, that my love might begin to believe again. It's only for you, only for you. Le rythme est cool, c'est moi qui ouvre la route et je m'assure régulièrement que tout le monde suit. Tu le sais probablement, la vitesse entre le premier et le dernier, comme nous dans un groupe de 8 motos, diffère considérablement, le dernier roulant toujours un peu plus vite. Evelyne, au milieu du groupe avec sa 1250R, me donne en cas de besoin des infos par intercom. Si tu rajoutes que nous sommes 4 à avoir l'itinéraire du jour dans nos GPS, on ne devrait pas se perdre. Et pourtant, enfin, on verra ça plus tard. When the clouds fill up the sky, I don't wanna miss a piece of you. When I'm with you, I can never lose. This can only mean one thing, that my love might begin to believe again. It's only for you. Nous approchons du camp de camping du Mas de la Came, situé à proximité immédiate de Saint-Jean-du-Gard. Après avoir traversé le Gardon par ce pont submersible et pénétré dans le domaine de 65 hectares que compose ce camping, je commence à mieux comprendre l'attachement que Florence et Christophe portent à cet endroit. Pas de mobil-home, pas de chalet, juste du camping et quelques gîtes quand même, lovés dans la belle bâtisse en pierre. Rechargés en caféine, c'est maintenant nos montures qui nous informent que leur réserve de sans-plomb commence à être au plus bas. Message bien reçu, et il y a une station à l'Intermarché d'Anduze à quelques kilomètres qui fera parfaitement l'affaire. Quand tu fais de la route avec un groupe, cette pause ravitaillement obligatoire a vite fait de te faire perdre 20 minutes voire une demi-heure. Donc on va éviter de les multiplier. Tout le monde fait le plein et on s'alignera sur la machine qui a le moins d'autonomie. Nous avons 270 km à faire aujourd'hui pour rejoindre avant 17h le port maritime de Marseille. Un timing raisonnable qui nous permet de prendre un maximum de petites départementales et de passer par des coins sympas. À Salon de Provence, nous sommes attendus pour une pizza party par des amis de Flo, Val et Eric qui nous accompagneront du reste avec leur K1600 jusqu'à Marseille. Encore merci à eux.
Nous arrivons à Nîmes et lorsque j'ai réalisé l'itinéraire, plutôt que de l'éviter, j'ai fait le choix de passer en plein centre, histoire de voir les arènes, sans s'arrêter certes, mais quand même, ça vaut le coup d'œil. Impressionnant cet amphithéâtre romain construit à la fin du 1er siècle et encore super bien conservé. Nous traversons le Rhône à Beaucaire et prenons la direction du massif des Alpilles, pour passer par les Baux-de-Provence bien sûr. Pour info, toute l'organisation a été montée à l'avance et consignée dans un petit programme. Un boulot important où Christophe, mon frangin, validait chacune des orientations du road trip. La première chose étant déjà le billet du ferry, où j'avoue avoir mis un peu la pression sur le groupe pour anticiper au maximum l'achat des billets, car une fois cette formalité effectuée, j'ai pu rechercher les logements où nous ferions étape. Et avec un budget de 50 € par nuit et par personne, on a pu s'offrir des villas de ouf. Mais là aussi, l'offre est loin d'être pléthorique, d'où l'intérêt d'anticiper au maximum. On a bien roulé, mais il n'est pas de bonheur. Le copieux petit déjeuner de ce matin nous a permis de décaler un peu l'heure du repas, mais quelques estomacs affamés commencent à revendiquer leur insatisfaction. Je ne voudrais pas qu'une rébellion, que dis-je, une révolte vienne déjà chambouler ce road trip. Bon, nous arrivons à Salon-de-Provence, à nous les pizzas. Au fait, as-tu remarqué nos magnifiques t-shirts ? Des futurs collectors, n'en doutons pas. Réalisés en série extrêmement limitée. Portés, il faut le reconnaître, avec beaucoup d'élégance par les non moins éminents membres de ce groupe. Ils ont été réalisés par Yannick, le boss de Serviplaque à Bourges. Extrêmement patient, compétent et au tarif bien placé, ses compétences ne se limitent pas au t-shirt. N'hésite pas à le consulter en cas de besoin. Et pendant que je te parle prêt-à-porter, notre petit groupe est arrivé à Marseille. Ça commence à sentir bon la Corse. Et oui, un nouveau et dernier contrôle du billet avant d'embarquer dans le ferry. Et là, il y en a deux qui ont connu un grand moment de solitude. Véro et David n'arrivent pas à remettre la main sur leur billet, pourtant déjà présenté quelques minutes plus tôt. Après discussion, recherche, ils le retrouveront finalement coincé dans le cadre de la V85 TT de David. Quelle blagueuse cette Guzy. Je te dis pas la montée de stress. Nous partons avec la compagnie française Corsica Linea, que je préfère à sa concurrente italienne Corsica Ferry. À peine plus cher, l'embarquement y est beaucoup plus apaisé, les véhicules moins tassés et les motos sont attachées avec plus de soin. Moi je mets en plus une petite lingette sous la corde qui retient la moto. On laisse les bagages sécurisés par un petit cadenas et on ne prend que le strict nécessaire pour rejoindre les cabines. Et oui, en voyageant de nuit, on économise une nuit d'hôtel qui forcément aurait été plus onéreuse que le prix de la cabine. Ça y est les copains, on roule en Corse. Ça doit bien faire une dizaine de fois que nous nous rendons dans cette île avec Evelyne. Et à chaque fois, quand nous sortons du ferry, c'est le même plaisir, le même bonheur. Je ne sais pas comment décrire ce sentiment. Est-ce dû à la douce température,
le calme à cette heure matinale, ou bien les senteurs dès que nous sortons de la ville, douces, sucrées, épicées. Ah ça, malheureusement, je ne peux te le partager avec la vidéo. 246 km sont au programme, mais avant de se précipiter vers le Cap Corse, on prend la direction du sud pendant quelques kilomètres pour prendre ensuite la D62 pour passer par le défilé de l'Ancône. Puis ce sera Olmetta, Oleta et Saint-Florent où nous ferons une pause café. On se rendra ensuite jusqu'au magnifique point de vue qu'offre le site du pylône Towercast Serra di Pugno. On redescendra à Bastia pour se faire le Cap Corse à l'inverse du sens des aiguilles d'une montre, histoire d'être au plus près de la mer. On s'arrêtera manger, si le timing est favorable, à l'extrême nord de l'île, à Barcaccio, et on rejoindra à nouveau Saint-Florent pour nous diriger vers notre Airbnb situé à côté de Calvi. Lors de cette pause café à Saint-Florent, on a des nouvelles de notre Lillois qui est bien arrivé à l'aéroport de Bastia et attend sa moto de location. On convient de se retrouver au pylône Towercast et on reprend la route. Hop hop hop, j'ai oublié un préambule important. Et oui, je tiens à m'excuser par avance, car je vais malheureusement écorcher la phonétique des noms des villages et autres bourgs corses. Déjà sur le continent, ce n'est pas simple quand tu n'es pas du coin. Tu dis le Pouliguen et non le Pouligean en Loire-Atlantique. Tu dis bien Tonins, mais tu ne dis pas Coutras en Aquitaine. Donc je te laisse imaginer en Corse, où en règle générale, on ne prononce pas toutes les syllabes. Et tu es vite au courant. Imagine, sur le ferry, si tu voyages avec la compagnie nationale, tu veux te la jouer locale et tu commandes une eau gazeuse corse, une Orezza. Et là, tu vois le gars en face de toi te faire répéter « Une quoi ?» Bah, une Orezza. Et le mec s'écroulait de rire. Tu ne comprends pas. Eh oui, quand on veut se la jouer locale, on dit une Orez et non une Orezza. Faut pas être susceptible, ce n'est pas méchant. En tout cas, moi je renouvelle mes excuses par avance, je ne veux vexer personne, et encore moins mes amis corses. Nous voilà arrivés au site où est implanté le disgracieux mais utile pylône Towercast Serra di Pugno, et où un panorama à 360 degrés nous attend, un point de vue à couper le souffle, avec à nos pieds Bastia et l'étang de Biguglia, et de l'autre côté, une vue magnifique sur le golfe de Saint-Florent et les montagnes de la Balagne. Et alors que nous immortalisons tout ça sur nos smartphones, on entend une moto, et c'est bien notre Franck qui arrive. Et ça s'embrasse, ça papote. Mais le Cap Corse nous attend, et on repart pour rejoindre à nouveau Bastia. Et là, on s'en met encore plein les mirettes, comme quand tu te fais un col. Les paysages qui s'offrent à toi sont totalement différents entre son ascension et sa descente. Franchement, magnifique. Évidemment, je ne parle pas de l'état de la chaussée qui, parfois, est plus que limite. Nous avons rejoint et traversé Bastia et sa banlieue sans encombre. C'est Evelyne qui a pris la tête du groupe. Son rythme est enjoué, voire même tonique. Et forcément, on perd de vue les derniers du groupe. C'est pas grave, on fera un regroupement un peu plus loin.
Et de toute façon, il n'y a pas de raison de se perdre puisque on va suivre la D80 plein nord jusqu'à Massinazzo. Si la route du Cap était réputée difficile il y a quelques décennies, maintenant c'est plutôt le paradis pour les motards, y compris sur son côté ouest beaucoup moins roulant. On arrive à Massinazzo et nous sommes surpris par la présence de nombreuses voitures de rallye de génération parfois relativement ancienne. Et là, on nous apprend que la route est barrée pour cause de spécial de ces petits bolides. On fait demi-tour et on essaye de ruser en empruntant un peu plus loin la petite D35 qui devrait nous permettre de rejoindre Barragonia sur la côte ouest du Cap Corse et reprendre notre itinéraire. Mais là aussi, la route est barrée. Du reste, on aperçoit des voitures de course en pleine action. On discute avec un commissaire de course et je prends conscience que c'est tout le Cap Corse qui est impacté. Nouveau demi-tour et on va se trouver un endroit pour déjeuner et on réfléchira à la suite le ventre plein. Ça n'a pas été simple de trouver un établissement qui ait bien voulu accepter notre petit groupe en raison de l'heure tardive, mais aussi de l'affluence générée par les gens qui, comme nous, ont dû rebrousser chemin. Mais le hasard a bien fait les choses, et chez Jean, c'était accueil chaleureux et plan charcuterie fromage corse des plus savoureuses. Pour rejoindre notre itinéraire, il a fallu se résoudre à rejoindre à nouveau Bastia et Saint-Florent par le col de Tégime. Même s'il y a pire comme trajet, j'avoue avoir été très déçu de ne pouvoir emmener notre petit groupe sur la côte ouest du Cap Corse. Il fait très chaud et nous avons bien fait de remplir nos gourdes chez Jean tout à l'heure à Santa Sevara. On s'est arrêté après Saint-Florent pour s'hydrater. On en a profité avec Evelyne pour partir devant. En effet, nous avons rendez-vous avec Nathalie pour récupérer les clés de notre villa. Et le GPS prévoit une heure d'arrivée avec 15 minutes de retard pour effectuer les 60 derniers kilomètres. La route est particulièrement sinueuse et nous irons plus vite si nous sommes que tous les deux. Et finalement, nous arriverons quasiment à l'heure. Le reste du groupe, guidé par Christophe, va arriver à la villa une petite demi-heure après nous, juste avant que Nathalie ne reparte. La villa où nous avons réservé 3 nuits correspond parfaitement au descriptif de l'annonce du site Airbnb. On prend nos marques, une petite délégation va faire les courses et on va pouvoir savourer comme il se doit notre première soirée en Corse. Très peu de motos aujourd'hui. Après le petit déjeuner, ce sera direction Calvi, qui est tout proche. Nous allons faire nos touristes de base et commencer par aller se prendre un petit café sur une des terrasses très accueillantes de son port. On continuera par une balade au marché et dans les rues commerçantes. Ensuite, forcément, on ira traîner et se perdre dans les ruelles de l'incontournable citadelle.
Cette citadelle génoise est un site emblématique de la Balagne et de Calvi, où, paraît-il, Christophe Colomb serait né. Les rues pavées et autres ruelles grimpent jusqu'à la cathédrale de la ville, d'où on peut admirer les plus belles vues sur la baie de Calvi. Comme c'était précisé dans le petit programme, chacun sera libre de faire ce qu'il veut, rien d'imposé. Et Jean-Mi et Serge avaient bien retenu la consigne et restent donc se reposer. Nico, Élodie et Franck vont faire farniente au bord de la piscine, tandis que les plus courageux, malgré la cagna, partent directement de la villa pour rejoindre la rando qui va nous conduire au village abandonné d'Occi. Une belle petite rando d'un peu plus de 10 km qui va nous faire traverser le bourg de Lumio avant de monter sur le plateau où se niche à 377 mètres le village abandonné qui offre là aussi une vue panoramique et époustouflante. Il faut maintenant que je te laisse, les grillades sont bientôt prêtes. Je te donne rendez-vous dans 2 petites semaines pour la suite de nos aventures où nous allons aller à la rencontre de paysages magnifiques, de routes magiques et de personnages des plus attachants.